Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo très courte des mémoires d'Adrien, dans laquelle je voulais vous présenter quand même, vous donner des nouvelles. Je suis enfin en vacances, ça y est, et j'ai établi mon programme de lecture. Alors évidemment, comme chaque été, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais ce programme il sera naturellement pas tenu, je ne vais pas réussir à le tenir, il est très ambitieux, il y en a 15 plus une lecture obligatoire pour notre défi de la comédie humaine, je vais vous la montrer de suite. 15, je sais même pas si je vais réussir à lire 5, je pense pas. Enfin bref, voilà, j'ai à peu près un peu moins d'un mois de vacances. Et après, le reste du temps, une reprise en douceur, mais quand même forcenée. Donc, je vais vous les présenter en sachant que, je vais être honnête, à la fin de l'été, allez, je viens de le décider là en direct, à la fin de l'été, je vous ferai une vidéo, bilan de ce que j'aurais réussi à lire parmi ces 15. Et peut-être que j'en aurais lu d'autres qui n'y sont pas. Ça, c'est aussi tout ce que je fais chaque année. Dites-moi, vous d'ailleurs, en commentaire, votre programme, si vous l'avez établi, si vous en établissez un, et puis en général, si vous arrivez à vous y tenir ou pas. N'oubliez pas, je le fais pas tout le temps, mais j'ai été rappelé à l'ordre récemment par notre enfant qui m'a dit « Mais tu ne le dis pas tout le temps à la fin d'aimer les vidéos, de vous abonner, machin, etc. » Faites-le, voilà. Déjà, 1, ça lui fera plaisir, et 2, au moins, je l'ai fait. Voilà, c'est chose faite. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner, etc. La commenter surtout, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est lire vos commentaires. Et, nouveauté, j'ai créé, mais ça je le redirai dans une autre vidéo, mais vu que je l'enregistre là aujourd'hui, j'ai créé une page Facebook des mémoires d'Adrien, ça s'appelle les lectures des mémoires d'Adrien. Vous allez voir, j'y mets mes lectures quotidiennement, j'y pose des questions, etc. Ça va nous permettre, pour ceux qui sont ni sur Twitter ni sur Instagram, d'interagir plus quotidiennement. Alors, ma lecture obligatoire, déjà, comédie humaine, c'est Modeste Mignon de Balzac, parce que j'ai lu La Bourse, la vidéo va arriver très prochainement, rassurez-vous. Donc j'ai lu La Bourse, et le prochain sur la liste que moi je suis, qui avait été refaite, etc. Bon, il y a plusieurs listes. Moi, je suis cet ordre-là. C'est Modeste Mignon. Ben, je vais vous lire le 4e de couverture. Comme ça, c'est plus simple. Nous sommes au Havre. Un négociant part refaire sa fortune dans les mers du Sud en laissant derrière lui la plus exquise des filles, Modeste Mignon. Modeste entretient une correspondance avec un écrivain célèbre, Canalis, poète élégiaque et carriériste bigot, à travers lequel Balzac ne s'est pas gêné pour décocher quelques traits à Lamartine et Vigny. J'adore, ça a l'air génial, amusant, drôle, et on change complètement de registre avec La Bourse, vous verrez pourquoi, je vous le dirai, et avec les 3 précédents écrits. J'ai hâte de le lire, et j'espère que vous suivez. Je sais qu'il y en a pas mal sur le Discord que j'ai lancé, je vous mettrai le lien évidemment aussi du Discord pour venir nous rejoindre. On est pas mal à suivre comme ça ensemble la comédie humaine, ensuite à en échanger après ou avant chaque vidéo, et c'est génial, c'est exactement ça que je voulais, échanger, se lancer un défi collectif, pour nous motiver entre nous collectivement pour lire la comédie humaine, c'est ce qu'on fait, donc ça c'est bien, et puis pouvoir en échanger, et puis comme ça nous motive tous, et on parle de Balzac, on parle de la comédie humaine, on entend tellement de fois parler de la comédie humaine, là on la lit dans un certain ordre, mais on va la lire intégralement, et ça va nous permettre de découvrir cet ensemble monumental de la comédie humaine. Allez, je vais vous les présenter sans aller évidemment dans les détails, puisque de fait, je ne les ai pas lus. Liu Cixin, le problème à 3 corps, un livre de science-fiction chinois chez Babel. J'aime beaucoup cette édition, il y a eu la série récemment, on en a beaucoup entendu parler de ce livre. Moi je l'ai jamais lu, donc j'ai envie de m'y mettre, peut-être pour cet été, voilà, j'espère. En tout cas il est dans le programme. On est en pleine révolution culturelle chinoise, le pouvoir chinois construit une base militaire secrète destinée à abriter un programme de recherche de potentielles civilisations extraterrestres. Ye Wenji, j'espère que je le prononce bien, une jeune astrophysicienne en cours de rééducation, parvient à envoyer dans l'espace un message contenant des informations sur la civilisation humaine. Le signal est intercepté par les Trisolariens qui s'apprêtent à abandonner leur planète mère, située à 4 années-lumière de la Terre, et menacée d'un effondrement gravitationnel provoqué par les mouvements chaotiques des 3 soleils de son système. En raison de la distance, Ye Wenji met près de 8 ans à recevoir la réponse des Trisolariens. Elle tient désormais entre ses mains rien de moins que le destin de l'espèce humaine. Et il a quand même eu le prix Hugo du meilleur roman 2015. C'est le prix qui récompense la science-fiction, qui n'a rien à voir avec Victor Hugo, naturellement, qui... Je crois pas qu'il ait fait de science-fiction, Victor Hugo. Faites-moi mentir en commentaire s'il en a fait. Luca di Fulvio, Mamma Roma. Nous allons à Rome cet été. Voilà, évidemment, j'essaierai de vous faire profiter de ce beau voyage. Donc dans l'été, nous allons aller à Rome, en famille. Ça va être génial. On attend ça avec impatience. C'est une ville que j'aime beaucoup, voilà, que j'adore.
Et il y a un truc à Rome que j'ai jamais fait, c'est la chapelle Sixtine. J'y suis allé plusieurs fois, je suis maudit, je ne l'ai jamais faite. À chaque fois, il y avait un truc qui m'empêchait de la faire. J'espère que cette fois-ci, je vais réussir à la voir. Je vous tiendrai au courant, rassurez-vous, ça vous passionne, je suis sûr. Bref, Mamma Roma de Luca di Fulvio, donc je vais essayer de lire quelques livres comme ça en rapport avec Rome. Ils sont 3 orphelins jetés sur les routes du royaume d'Italie. Pietro, jeune homme perdu au regard duquel rien n'échappe, puis Nella, comtesse flamboyante aux idées d'avant-garde, enfin Marta, saltimbanque blessée par la vie, 300 familles auxquelles Rome tend les bras, Rome la mère, Rome la louve, Rome la catin splendide et misérieuse, avec ses amours violentes, ses truands, ses complots, Rome assiégée qui en cette année 1870 s'apprête à tomber aux mains des partisans. Donc on est en 1870. Aux premières loges de cet opéra révolutionnaire, tous 3 vont assister et participer à leur façon à la naissance d'une nation. Ça a l'air extraordinaire. Voilà. Et celui-là, je pense que je vais le lire très rapidement. Ah, prochain. C'est des années que je dis qu'il faut que je lise. Là, je l'ai mis dans le programme, évidemment. Pas si je vais y arriver. En plus, il y a 2 tomes. J'ai mis que le premier. Hein. Ne soyons pas trop ambitieux quand même. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Don Quichotte de la Manche, l'ingénieux Hidalgo. Voilà. Ça fait des années qu'il faut que je le lise. L'édition m'a dit qu'elle était vraiment très bonne, que c'était celle peut-être qui s'en reprochait le plus du texte initial. Je lis l'espagnol, mais là, je me dis que ça va être un peu compliqué de lire du XVIe siècle. Je sais plus exactement quelle année, XVIe siècle, je crois, enfin, fin du XVIe. Cervantes, donc voilà. Bon. Je vais le lire en français. Ah, celui-là aussi, ça fait des années que je dois le lire. Je l'ai mis dans le programme aussi, Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse. L'une des plus belles plumes de la littérature française, hein, Théophile Gautier. Prochain, composition française de Mona Ozouf. La France a toujours vécu d'une tension entre l'esprit national et le génie des pays qui la composent, entre l'universel et le particulier. Mona Ozouf se souvient l'avoir ressenti au cours d'une enfance bretonne. Et ça me parle beaucoup parce que, ayant vécu l'enfance basque, finalement, ça se rapproche assez. Dans un territoire exigu et clos, entre école, église et maison, il fallait vivre avec 3 lots de croyances disparates. Je trouve cette phrase très juste. À la maison, tout parlait de l'appartenance à la Bretagne. L'école, elle professait l'indifférence aux identités locales. Quant à l'église, la foi qu'elle enseignait contredisait celle de l'école comme celle de la maison. Je trouve ça très pertinent et très intéressant. Donc voilà, il faut là aussi quelques temps que je vais le lire. Mon épouse l'a lu, l'a beaucoup aimé. Et donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas lu les résumés des 2 autres. Mais je vais le faire parce que bon, même Capitaine Fracasse et Don Quichotte, on n'est pas forcément censé savoir de quoi ça parle. Donc allez, on va le faire pareil. Donc, je vous montre le livre. Féru de littérature épique, Alonso Quixada se proclame chevalier Don Quichotte. Pour vérifier si les romans de chevalerie disent vrai, le voilà parti en quête d'exploits, affublé d'une armure rouillée, d'un piètre destrier et de Sancho Panza, son fidèle écuyer. Dans sa frénésie, il prend les auberges pour des châteaux, les moulins à vent pour des géants et les paysannes pour de nobles dames. Voilà, c'est un peu cette fin de la chevalerie que Cervantes a connue, parce qu'il s'est battu, lui, dans les armées espagnoles, et qui va personnaliser dans ce personnage un peu pathétique, un peu perdant, un peu ridicule, mais qui est persuadé que la chevalerie a encore de l'avenir alors qu'elle est déjà disparue et qu'elle ne reviendra jamais, cette chevalerie que Cervantes a connue. Et Capitaine Fracasse, pour l'amour de l'ingénu d'une troupe de comédiens nomades, le baron de Sigognac, qui se morfondait au château de la misère, joue sur les tréteaux le rôle de Matamor, le tranche-montagne. Il prend le nom de Capitaine Fracasse, suit la troupe à Paris et dispute Isabelle à son déloyal et puissant rival, le duc de Vallombreuse. Voilà. Donc, roman de KPTP qui a été adapté au cinéma. Voilà, je n'ai pas vu le film non plus. Ah, l'un des plus beaux titres pour moi de la littérature italienne. Le métier de vivre, je trouve ce titre très très beau. Et le métier de vivre, pour Cesare Pavese, c'est celui d'écrire. Et c'est pourquoi c'est son journal intime qui fait partie, selon le 4e de couverture, des textes majeurs, des plus beaux textes du XXe siècle sur la création. Mais le lecteur trouvera dans ces pages d'autres sources d'émotion et de réflexion, car Pavese se met à nu. Jour après jour, il s'interroge sur le sexe, les femmes, l'amour, l'amitié, la finitude et la mort aussi. Ces mots vibrants et sans concession font écho à nos peurs et à nos combats. J'ai lu quelques passages, pour ça que je trouve très bien écrit, très juste. De toute façon, j'aime beaucoup de Cesare Pavese, un très juste regard sur son temps. Et là, un journal intime sur la création littéraire, ça m'intéresse énormément. Voilà, donc Cesare Pavese, le métier de vivre. Un peu de poésie, voilà. C'est une de poétesse que j'apprécie beaucoup, mais que j'ai jamais pris le temps de lire le manuel, l'anthologie en entier. C'est Anna de Noailles. Voilà, je vous le mets à l'écran. Anthologie poétique et romanesque. C'est la fille d'un prince roumain. Elle est héroïne du Paris aristocratique du début du siècle. Elle s'appelle Anna de Brancovan, comtesse de Noailles, et c'est l'autrice de 9 recueils de vers, de 3 romans et de poèmes en prose dont on trouvera ici le meilleur. Voilà. Et sa poésie ici est décrite
comme étant d'une sensibilité universelle. Elle nous permet de partager son amour de la nature, mais aussi les élans et les tourments d'une femme passionnée aux enthousiasmes communicatifs. Par la magie d'une langue musicale et racée, Anna de Noailles nous touche au cœur. Voilà, ça me donne très envie. Stendhal retourne à Rome avec ses promenades dans Rome. Voilà, c'est le journal de son voyage à Rome, avec la plume de Stendhal, son regard parfois très juste, très amusant, très drôle. Voilà, je ne sais pas si je vais réussir à le lire en entier, mais je vais en lire quelques pages, c'est certain. Et je vais peut-être l'amener avec nous à Rome pour le lire au fur et à mesure de notre voyage. Donc voilà, Stendhal, promenade dans Rome, avec cette belle édition de Folio Classique. Une autrice d'Heroic Fantasy qui a eu le prix des lecteurs en 2022, et là c'est la belle édition du livre de poche, Claire Duvivier, qui a écrit donc un long voyage. L'histoire, c'est que, issu d'une famille de pêcheurs, Liès, qui est un homme, doit quitter son village natal à la mort de son père. Frustre mais malin, il parvient à faire son chemin dans le comptoir commercial où elle a été placée, au point d'être choisi comme secrétaire par Malvine Zélina de Felarazi, une jeune femme de prestigieuse ascendance promise à un grand avenir politique. Dans son sillage, Liès va s'embarquer pour un ambitieux voyage loin de ses îles et devenir au fil des ans le témoin privilégié de la fin de l'Empire. Voilà. C'est considéré comme l'un des meilleurs livres contemporains d'Heroic Fantasy. Donc j'ai hâte de le lire et je trouve vraiment la couverture, l'édition de manière générale, très belle, très réussie et originale. Le prochain, il n'y a même pas besoin de vous présenter, Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. J'ai repris la lecture du Seigneur des Anneaux, après Bilbo le Hobbit, et c'est toujours aussi magique, merveilleux. Je pensais vraiment, dans mes souvenirs, je me disais, il y a quelques longueurs et tout, et j'avais un peu peur, j'appréhendais un peu de le relire, et en fait non, c'est très fluide, c'est très facile à lire, c'est magistral. C'est le propre des grands classiques, des chefs-d'œuvre, on peut les relire à tous âges, et les aimer tout autant. Là, c'est la nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Un défaut, c'est qu'il a changé certains noms. Il n'y avait pas besoin de le changer. Par exemple, Bilbo et Frodon Sake sont devenus Bessac. C'est dommage, vraiment, pour certains grands protagonistes. Aragorn, Grandpa, est devenu l'Arpenteur, des choses comme ça, qui n'avaient pas besoin de changer. Fontcombe, là où vivent les elfes et Elrond, qui est devenu, je sais plus, Font-Vallée, ou je sais un peu comment ça s'appelle. Bref, peut-être que c'est plus proche de l'esprit d'origine, du langage d'origine de Tolkien. Mais pour des noms comme ça, des noms propres qui sont rentrés dans l'imaginaire des gens, qui les ont façonnés, avec lesquels ils ont grandi, il n'y avait pas besoin de changer les noms. Voilà. Ça, je reproche un peu peut-être à cette nouvelle traduction. En dehors de ça, la nouvelle traduction est parfaite, bien plus fluide, très agréable à lire. On voit qu'il y a eu un travail extraordinaire de réaliser. Voilà. Donc j'ai un tout petit bémol sur les noms propres, mais sur tout le reste, je dis oui. Donc je conseille évidemment et éminemment cette nouvelle édition. Donc là, c'est le 2e tome parce que j'ai quasiment fini, là, le premier que je suis en train de lire. Donc après la fraternité de l'anneau, vous voyez, avant c'était la communauté de l'anneau. Là, il n'y avait pas forcément besoin de changer, ça gêne pas la lecture d'avoir la communauté de l'anneau qui devient la fraternité de l'anneau. Je trouve ça dommage. En tout cas, les 2 tours, ça n'a pas changé. C'est pas devenu les 2 colonnes. Bref, allez, Asimov. Asimov, c'est un cadeau de mon épouse. Donc ça, je suis très content et je vais le lire là, dans le cadre du voyage à Rome, la République romaine. Il paraîtrait que c'est à la base de son travail qui ensuite finira par devenir Fondation. Vous voyez, cette série de 5 livres extraordinaires d'Isaac Asimov, de science-fiction, eh bien, il se serait inspiré de l'apogée de la République romaine, puis de la chute de l'Empire romain pour écrire donc Fondation. Donc ça m'intéresse tout au plus, puis de toute façon, tout ce que fait Asimov m'intéresse a priori. Ah, voilà, je vous disais, l'italien, on me l'a conseillé quand j'avais demandé un jour sur Twitter des lectures sur Rome, qui se passent à Rome. Et on m'avait conseillé Pasolini, qui est également réalisateur, que vous connaissez sûrement, qui a écrit donc ce roman qui s'appelle Ragazzi di Vita. Voilà. Donc je vais le lire en espérant le comprendre. Normalement oui, mais avec Pasolini parfois, je me souviens que sa poésie n'était pas toujours facile à lire. En tout cas, c'est un roman qui se passe à Rome avec de la jeunesse romaine et ce qu'on peut imaginer qui leur arrive avec Pasolini. 2 recueils de nouvelles d'un immense auteur de science-fiction américain qui n'est pas assez connu. Et là d'ailleurs, on a une citation derrière ce ouvrage. Alors je vais les mettre les 2 recueils. Voilà. 2 recueils donc de Robert Sheckley. Là, ça s'appelle 2 hommes dans les confins, qui est apparemment plus léger et plus amusant, plus drôle, qui est très court d'ailleurs à lire. Et là, Le temps des retrouvailles, qui est plus lourd, plus puissant, plus transcendantal. Christopher Priest, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'un des plus grands romanciers américains. C'est celui qui a écrit notamment le livre Le Prestige, qui a été adapté au cinéma par Christopher Nolan, qui dit dans une des 2, dans un monde juste, Sheckley serait reconnu comme l'un des nouvellistes américains les plus importants du XXe siècle. C'est dire. Et là, il dit un des plus subtils novellistes du XXe siècle. Donc, nouvelliste, pardon. Voilà. Donc là, c'est un peu plus léger, un peu plus drôle.
Et là, un peu moins, mais voici venir le temps des retrouvailles avec un auteur qui, à l'instar de son compatriote Philippe Cadic, aura été de son vivant plus apprécié en France que dans son propre pays. Ça, c'est toujours étonnant. Il y en a qui sont pas du tout connus en France, qui sont des stars immenses aux États-Unis. Je parlais l'autre jour de Ayn Rand. Là, lui, beaucoup plus connu, enfin beaucoup plus de succès en France qu'aux États-Unis. Toutefois, la comparaison entre ces deux géants s'arrête là. Les textes de Robert Sheckley sont drôles et mettent en jeu des personnages qui se débattent pour survivre à des situations absurdes. Avec l'humour féroce et moqueur qui constitue sa marque de fabrique, l'auteur y déploie autant de visions à la fois lucides et déformées de notre réalité et des étranges êtres qui la peuplent. Voilà. Donc là, il y a 13 textes dans celui-là. Et franchement, les libraires qui me l'ont vendu, qui sont également les éditeurs donc des éditions Argile, c'est une librairie qui fait également maison d'édition, on dit que celui-là était génialissime. Celui-là, bien plus drôle, plus léger, mais celui-là était génialissime. Et que, honnêtement, était pas assez lu par rapport à ce qui est représenté dans l'histoire de la science-fiction et des nouvelles de la science-fiction. Donc je vous le recommande vraiment, sans encore lu, parce que je leur fais vraiment confiance à chaque fois qu'ils me recommandent quelque chose. Et même lorsque ça vient d'eux, ils disent celui-là, je te le conseille pas parce qu'il n'est pas forcément génial. Par contre, celui-là, oui. Et donc à chaque fois, ça marche. À chaque fois, ils ont raison. Et donc voilà. Donc si certains d'entre vous vont également le lire, qu'ils me le disent, parce que ça m'intéresse pas mal, qu'on du coup on en échange après, soit sur le Discord, soit sur Facebook, soit sur Twitter, Instagram, par mail, peu importe comment, mais ça m'intéresse vraiment d'en échanger avec certains d'entre vous qui l'auraient lu. En plus, hop, il y a un petit marque-page avec, donc ça fait vraiment plaisir. Et il en reste un dernier sur ce programme, vous voyez, qui est bien lourd, bientôt 20 minutes de vidéo. Je pensais faire 10 minutes, bon, c'est comme ça, toujours pareil. Combien de lunes de Laura El Maki? Voilà, un roman contemporain, très court à lire. Là, il y a combien? 150 pages, vous voyez, ça va être très court à lire. En plus, avec pas mal d'espace, etc. Donc, je lis quand même le 4e couverture. Un matin comme un autre, le soleil ne se lève pas, les bêtes disparaissent, les voitures et les téléphones cessent de fonctionner, et c'est tout un village qui est plongé dans le noir. La jeune Anna, qui vient de connaître l'amour, Ethel, qui a perdu depuis longtemps le fil de sa vie, Jocelyn, qu'un accident a rendu aussi monstrueux qu'hostile, et le petit Gauthier, à l'imagination admirable, cherchent à vivre dans cette nuit souveraine. Une femme étrange, vivant en retrait du village, est vite soupçonnée d'avoir jeté un sort au ciel et devient l'objet de toutes les obsessions. Colossale, éblouissante, la lune seule les éclaire tous, désarmés et tâtonnants. Elle les guide et peu à peu les transforme, remettant tout en jeu, leur choix passé et leur désir s'enfuit. Et si, loin d'être la fin d'un monde, cette nuit était le début de notre. Voilà, donc étonnant, mystérieux, mais pourquoi pas. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette vidéo du programme de lecture de cet été 2024. À la fin de l'été, comme promis, on va faire le bilan pour voir lesquels de tous ces livres j'aurais réussi à lire. En commentaire, mettez-moi vraiment vous, ceux que vous comptez lire ou ceux que vous lisez actuellement. Et puis on pourra également comparer à la fin de l'été nos bilans, ce qu'on aura pu lire, ce qu'on aura apprécié, ce que j'aurais tout apprécié ou pas. On verra, je serai complètement transparent et sincère. Voilà. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Pour les autres, et même pour ceux qui prenaient des vacances, je serai là tout l'été pour vous parler de littérature. J'essaierai au moins une fois par semaine de vous mettre un peu de contenu littéraire sur cette chaîne. Je ne vous laisse pas tomber, on va parler de littérature tout l'été, ça va être formidable. Prenez soin de vous, vive la littérature, lisez des livres, et à très très bientôt pour de nouvelles aventures des Mémoires d'Adrien. Au revoir.